C'était une finale exceptionnelle à tout point de vue. Sa dramaturgie, elle était incroyable. La France n'a pas existé pendant l'essentiel du match. C'était lamentable tout ce qu'on voyait. Et tout d'un coup, une résurrection qu'on n'a même pas imaginé une seule seconde, des changements qui viennent de nulle part et qui sont totalement judicieux avec Thuram, Kolo Muani, etc. On part, on marque, on est repris, on reprend l'avant. Enfin, c'était incroyable et triste à la fois. Pour moi, c'est la plus grande finale de l'histoire, franchement, je pense. Là, ouais. Oui. Bon, après, on peut s'en rappeler de toutes, mais c'est vrai que là, après le match, tu te dis, c'est exceptionnel quand même. Vu ou lu sur toutes les Coupes du Monde, j'ai jamais vu ça en fait. Ouais, avec des rebondissements comme ça. Oui. Et où ça part, et à chaque fois, une équipe que tu penses morte revient. Parce qu'un renversement, c'est déjà arrivé, que tu avais cité Argentine RFA, le 2-0, 2-2, 3-2, etc. Mais là, c'est l'essentiel du temps l'Argentine, l'équipe de France qui ressurgit de nulle part, et après, c'est à toi, à moi. L'Argentine qui reprend le dessus, la France, tout le monde a une balle de match. Une balle de match pour tout le monde. Tout le monde a une balle de match dans ce Non, mais à la fin du match, tu as l'impression que la France a pris l'ascendant et que c'est plus la France qui va être championne du monde avant les prolongations. Alors que la prolongation. Et la prolongation, comme disait Jérôme tout à l'heure, il y a la frappe de Messi à la fin du temps réglementaire. Et tu as l'impression que la prolongation, après, c'est l'Argentine qui reprend le dessus jusqu'à son but. Complet. Et après, ça repart dans l'autre sens. C'est ça qu'il faut, parce que tous les scénarios auxquels tu pouvais t'attendre par rapport à ce que te donne le match, en fait, tu es prêt à contre-pied à chaque fois. C'est fou. Tu es prêt à contre-pied. Je vois, la prolongation, franchement, on se dit la France, elle va marcher sur l'Argentine. On s'était tous dit, là. Ouais. Avec les joueurs de vitesse beaucoup plus jeunes, beaucoup plus frais, et puis par rapport aux entrants, ce qu'ils avaient apporté. Alors que la prolongation, elle se passe pas du tout comme on avait prévu. C'est l'Argentine qui reprend le dessus. On perd complètement et puis les la France a la balle de match. Bah oui. Martinez fait un arrêt exceptionnel. Et sur le renvoi, Lautaro Martinez, alors lui aussi une balle de match, il est seul au monde. Balle de match pour Martinez derrière. Elle est dingue, c'est dingue cette finale. Pour moi, c'est du jamais vu. Mais du jamais vu. Puis surtout, comment on finit, nous, en termes de composition d'équipe. C'est quand même un truc de malade aussi. Dizazi, Camavinga, les deux arts Non, mais attends, il y a Griezmann. Dizazi sur la fin. Ouais, mais Griezmann sorti, Rabiot sorti, des mecs à qui on a entière confiance. Non, mais des mecs qui ont relancé le match aussi. Oui, complètement. Kolo Muani, non, mais on a vécu ils ont un fait truc, des grosses rentrées, quoi. Je sais pas, moi, ça Comment fait aussi, depuis 70 que je regarde les finales de Coupe du Monde. Je peux vous assurer que émotionnellement, c'est la plus forte. Tu vis pas quelque chose aussi puissamment que ce qu'on vient de vivre, parce que on est là. Moi, je tourne comme un fou dans les étages. On peut témoigner. C'est un truc cinglé. Il s'est même assis par terre. Il était assis par terre dans le couloir. On le soupçonne même de pas tout avoir vu. J'étais tellement. Non, mais Olivier, moi, je trouve que ce qui est en plus dingue, c'est que ça vient de deux équipes. Moi, franchement, si tu m'avais dit comment tu vois cette finale. Fermé. Exactement. Ouais. Moi, j'étais persuadé que ce serait une finale. L'équipe de France, elle se livre quand même plus beaucoup depuis l'écart. L'Argentine, ils sont quand même beaucoup en contrôle. Et t'as l'impression qu'après, Ouais, mais l'Argentine, quand même, regarde, contre les Pays-Bas, qui est une équipe qui fermait un peu le jeu, moi, je trouve que c'est eux qui sont allés chercher leur destin. Ils jouent bien. Non, mais je trouve qu'ils sont allés le chercher aussi. Mais ils sont protagonistes. Je suis d'accord avec toi. Mais j'avais pas l'impression que c'était deux équipes qui pouvaient, d'un seul coup, faire basculer dans ce type de match. Tu vois un peu où ça se rend coup pour coup. Je le voyais pas, ça. Généralement, on est là, on est dans l'analyse, on est dans les systèmes. Tout a volé en éclats. Non, mais là, tout d'un coup, c'était un football, on va dire, de cours d'école. Un football sauvage, un football un peu à la vie, à la mort. On souhaitait presque que les attaquants français arrêtent de jouer collectif, parce qu'on avait le sentiment qu'individuellement, ils faisaient de telles différences, et que physiquement, c'était vraiment, il y avait une équipe qui était une équipe de vétérans à un moment donné du match, qui était l'Argentine, et il y avait une équipe qui était en pleine possession de ses moyens, c'était l'équipe de France. Et puis, voilà, il n'y avait plus aucune tactique, plus rien, mais c'est pas passé. Dans vos pronos, alors évidemment, c'est le jeu et tout ça. Je reviens un peu vous voir, parce que ceux qu'on programmait de partout, machin et tout ça. Eh ben. Franchement, c'est quoi? Est-ce qu'on y croyait ou est-ce que c'était franchement, est-ce que c'était dessus? Ça s'appelle l'expertise. Moi, je trouve ça dingue que vous l'équipe d'expertise sur ce genre de match. L'équipe de France n'a pas existé, mais on est tellement habitué donc à voir cette équipe de France dans des matchs où elle maîtrise pas grand-chose ou quasiment rien, être capable de revenir. Alors, ou par des coups du sort, ou aussi par sa volonté, par son énergie, parfois par son coaching. Ça a été un peu le cas aussi aujourd'hui. Voilà, donc on y croyait un peu, même si on est vrai qu'on était complètement bouffé. Et son hyper-efficacité, pardon. Non, mais c'est un truc quand même qui caractérise cette équipe, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, franchement, globalement, sur le temps réglementaire, c'est l'Argentine qui, l'essentiel du temps, a dominé, contrôlé, eu les occasions. Je crois que la première frappe, elle arrive quand? Après l'heure de jeu, nous. Mais je crois que les deux seules frappes cadrées, c'est les deux buts. Ben, sans doute. Pendant les 90 minutes. Voilà, pendant les 90 minutes. Mémoire, j'en ai pas une en tête. Et avec ça, avec ce contenu-là, tu arrives à de partout. Et même,
franchement, sur la fin du match, tu te dis... Exactement. Tu peux même finir dans le temps réglementaire. C'est là où cette équipe, en fait, elle échappe à toute analyse. Parfois, le foot, c'est un sport qui se constate. J'étais le plus pessimiste à la mi-temps. Mais j'ai aucun regret parce que franchement, tu peux te douter que les entrants vont être à ce niveau-là. Non, franchement. C'est clair. C'est ça aussi. Clair. Tu peux te douter que l'Argentine ne va pas retirer de ses leçons. Je vous rappelle quand même contre l'Australie, Martinez fait un arrêt fantastique à la 99e minute. D'accord. Donc je me suis dit, ils vont quand même apprendre des huitièmes et des quarts quand même. Eh ben non. Parce que nos entrants aient ce niveau-là. Oui. Ok. Et même à la 80e minute, tu n'as pas eu d'occasion encore. Non, mais c'est pas que tu apprends ou tu n'apprends pas. Tu vois, c'est vrai. Par rapport à l'action, c'est le pénalty qui remet tout en route. Bien sûr. Non, mais après, tu apprends ou tu n'apprends pas. Je pense que l'Argentine maîtrisait plus ou moins. Et ce pénalty fait qu'après, bon voilà, combien t'as dit 94 secondes après 94 secondes. Et puis après ça part, t'as le truc de balance, et bien t'as une action, une occasion. Avant le pénalty, t'as pas Mbappé qu'on n'a pas trop vu, mais un but fantastique aussi. On n'a rien, mais après t'as toujours ces 5 minutes fatidiques qui font que quand t'as pris un but, t'es encore un peu les oiseaux dans la tête, t'as le coup de boule, et tu prends derrière. Mais là où il faut quand même admettre qu'ils ont été particulièrement forts, il y a plein de trucs où ils ont été remarquables, les Argentins, c'est que cette finale, qui peut ressembler, alors pas avec autant de rebondissements, mais un petit peu à l'Euro 2000. C'est-à-dire qu'à la dernière seconde, quand Viltord égalise, alors que les mecs sont quasiment en train de déboucher la bouteille de champagne, tu sais qu'en prolongation, l'Italie n'existe plus. Et d'ailleurs, ils n'existent plus. Et que c'est juste une affaire de temps avant qu'on trouve la solution, et elle arrive. Là où j'ai trouvé ça dingue... Mais ça n'arrive pas si tard quand même, là. Parce que les Italiens, tu les tues. C'est la dernière action. Je suis d'accord. Là, je pense que mentalement, même la petite pause, tu vois, pour la prolongation de 5, même pas 10 minutes, mais je pense qu'ils n'arrivent pas à repartir. Vu comme ils finissent, mais ils finissent quand même, Jérôme m'a précisé tout à l'heure, et c'est vrai que j'avais zappé. Les 5 dernières minutes. Tu finis avec la frappe de Messi. Et peut-être. Alors, ça fait mieux quand même. C'est vrai. Et comme avait commencé à le dire Joe, ils l'ont fait aussi contre les Pays-Bas, parce que contre les Pays-Bas, ils sont repris, alors qu'ils maîtrisent complètement le match comme ils le font aujourd'hui. Ils reviennent de nulle part, les Néerlandais, et tu te dis, psychologiquement, les Argentins, ils sont morts. Comment ils peuvent se remettre de ça? Eh ben non, finalement, ils reprennent le match en main, ils se remettent à dominer. Mais tu sens en plus les Néerlandais avec le but, avec les Argentins, le but sur coup franc qui part. Alors tu disais qu'ils apprennent pas, si ils apprennent, parce qu'ils sont quand même là. Non mais ils sont quand même là pour enclencher en prolongation. Je veux dire par là, je pensais pas qu'ils allaient se faire rejoindre. Encore une fois. Mais c'est bien, c'est un peu plus en avant. Et parce qu'encore contre l'Australie, mais. En fait, on oublie déjà qu'effectivement, les 5 dernières minutes du temps réglementaire, l'Argentine a repris le dessus à ce moment-là déjà, et que finalement, nous pensions que la prolongation... Mais c'est pour ça qu'elle est somptueuse, cette finale. C'est ça qui la rend somptueuse. Monsieur Alonso, non, je vous écoute. Moi, j'ai noté, donc, dans le temps réglementaire, la parade de Lloris sur la frappe de Messi à la 97e minute. Mais vous n'êtes peut-être pas souvenu 3 minutes auparavant. Non. On est dans le temps réglementaire. La frappe un peu trop molle de Rabiot à la 94e minute. C'est pas possible. Il est là. La frappe un peu trop molle. La salle de Rabiot. Sur la remise de Camavinga. Voilà, il y a une forêt de joueurs. Et là, si le ballon part bien, je pense que Dibou Martinez, il peut aller à la pêche. C'est à ce moment-là, tu te dis, la France va passer devant. Et bien, quand même, il y en a. Après, ça avait l'air inéluctable en plus. Tu vois, vu en plus la puissance physique que dégageait l'équipe de France. Et comme disait Étienne, on avait l'impression que les Argentins, et puis le coaching, il est tardif du côté de Scaloni. Tu te dis, mais à quel moment il voit bien que ces mecs qui tiennent à peine debout? Qu'en prolongation, je Non. Il y a le ressort avec Di Maria Acuna. Ouais, Di Maria Acuna, mais après c'est logique parce que Di Maria, je pense pas qu'il. Et d'ailleurs, on trouvait que le changement d'Acuna, que c'était un côté défensif. Voilà, et on trouvait que justement ce basculement de ce changement a basculé un peu dans la rencontre, ce qui nous a permis de reprendre un petit peu plus du poil de la bête, confiance. Di Maria, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il va pleurer de joie. Il est ratatiné. Même le but, le troisième des Argentins, il est quand même exceptionnel. Parce que là, on disait qu'ils étaient un peu cramés, ils s'accrochaient, et il faut une action à 3 qui est énorme, quoi. Mes petits, tiens, je vais vous rebrancher également sur la séance de tir au but. Alors, on a regardé. Alors, souvent, il y a des commentaires. Jérôme Alonso, il y a une petite part de regret, un petit truc. J'ai quand même l'impression que quand Dibou Martinez là, arrive dans cette séance de tir au but, il est mentalement au-dessus de Lloris. Il a de l'ordre de l'impact sur le dégage quelque chose. Alors, il dégage un truc par rapport à la compète. Oui. Parce que quand tu arrives quand même face à un gardien, les mecs ont vu les matchs et tout, tu sais que le mec c'est un phénomène. Tu sais qu'il a fait des arrêts importants pendant la Coupe du Monde et que dans ce match-là, la balle de match, c'est lui qui te fait un arrêt fantastique. Randal Colomani, 120e minute. 120e minute. Si. Et effectivement, Hugo Lloris, moi je pense, est un immense gardien, mais tu as beaucoup d'écart entre ces deux gardiens
au penalty. Et d'ailleurs, tu le vois dans l'attitude du gardien et des tireurs en face. Voilà. Tu vois bien que les Français sont arrivés face à Martinez et que le mec, il a déjà un peu gagné avant. Et voilà. Et d'ailleurs, on en parlait tous entre nous. Il y a, voilà, ça semblait inéluctable. Il y a beaucoup d'écarts. Parce qu'on avait le sentiment qu'il ne fallait pas arriver au péno avec cette équipe-là, avec ce gardien-là. Oui. Il met une pression, je veux dire, psychologique sur le tireur. Il vient, il chambre, il est là, mais il maîtrise. Il sait ce qu'il fait. Et il l'a déjà fait avant, et ça a marché avant. Et Jérôme, il le dit au moment où Tchouaméni va pour tirer son penalty. Tu te rappelles, tu étais à côté de moi et tu dis, il a pris le dessus. Et il incite Tchouaméni à tirer vraiment à l'extérieur, quoi, pour éviter qu'il touche le ballon. Et même Mbappé, et ça, c'est une grande qualité. Dans le match, il marque un. Après, il y en a un contre-pied. Il met 3 côtés. Mais il met le même celui dans la séance de tir au but. À chaque fois, il les touche. Les deux, il les touche. Mais il est impressionnant. Heureusement qu'il les tire fort. Dans cette série-là, tu as un spécialiste et un non spécialiste. Et c'est quoi malheureusement. Pardon ? C'est quoi être spécialiste ? C'est que tu vois bien que Hugo Lloris, sur cette séance-là, par exemple, et c'est typique de Hugo au pénalty, alors dans son histoire en bleu, il n'y a que la Suisse où il fait l'arrêt important, et malheureusement, on perd après. Oui, c'est ça. Et en qualif contre l'Espagne en 2012. Voilà. Mais il mesure 1m88 et Martinez 1m95. Ouais, mais c'est déjà sur l'impression. mais c'est déjà sur l'impression. Non, je demande. C'est quoi Qu'est-ce qui fait que tu crois qu'il est la demi-seconde? Non, mais il subit, je trouve, moi, Lloris. En fait, si on pouvait les revoir, tu vois qu'il part un tout petit peu plus tôt que Martinez à chaque fois. Je vous coupe, c'est pas possible. Non, mais pas que ça, Jérôme. Je trouve pas qu'il est. Tu veux dire le langage corporel ? Ouais, Martinez, il est actif, il est toujours là. Oui. Même si il chambre, il branche. T'as l'impression qu'il subit un petit peu plus la frappe. Et je trouve que Lloris subit un peu, quoi. Il subit l'événement. Voilà. Il subit un peu plus l'événement que l'autre. Martinez, t'as pas remarqué, il plonge tout le temps à droite. Tout le temps. Les 3 premiers par à droite. Cette fois-ci, il est parti à droite les 3 fois. Et je crois que contre les Pays-Bas, il fait pareil. J'ai de mémoire. Il y avait une petite nuance ou une petite annotation d'Étienne Moiti qui patientait. Bien sûr. C'est rare, ça. Et alors non, mais il est gros après une finale historique, il faut être respectueux. La hyène est vidée. Alors, vous voulez dire quoi sur cette séance ? Enfin, il a fallu ça. Non, mais est-ce qu'il était possible de faire un coup à la Van Gaal changer le gardien parce que franchement ça sert à rien. Franchement non mais je sais pas mais on était tellement persuadés entre nous que c'était pas possible qu'entre ces deux gardiens il y avait trop d'écart, la pression psychologique qu'il met, le talent qu'il a. Évidemment que c'est dur, évidemment que c'est le capitaine de l'équipe de France, tu vas pas le faire, mais on aurait presque eu envie de ce coup de folie parce que on sentait que c'était vraiment inéluctable. Pardon. Non, tu peux le faire. Moi, je pense que tu peux le faire si tu en parles avec lui avant le match. C'est ça. Moi, je pense que si tu dis à Lloris, voilà, tu vois, t'abordes ce sujet-là. 2014. Je pense que le gardien peut l'accepter si tu en parles avant. C'est sûr que si tu... Bon, non, parce si qu'il le prendrait moins bien. Non, mais là, en plus, c'est particulier. Hugo Lloris, ça fait quand même moi, je trouve... Très belle finale. Un match encore immense. L'arrêt sur le troisième but des Argentins, il fait encore un arrêt à bout portant, juste incroyable. Là, tu peux pas envisager. Enfin, je pense qu'ils l'ont jamais envisagé en fait. Mais c'était presque un peu une blague, mais avec un petit fond quand même de. Mais il y a un petit fond de regret. C'était une question. Areola meilleur que Lloris sur penalty. Pour moi, je suis pas sûr. Enfin, oui. Pas pour tout ce que j'ai vu. À une époque où il était en France, on le commentait pas mal en coupe et tout, et je l'ai vu faire des grandes séries. Enfin, je l'ai vu faire plus de grandes séries de tirs au but que Hugo. Oui, il a une forme d'envergure. Après, il y en a qui sont à l'aise dans toute sa carrière, mais j'ai vu Areola faire de grandes séries de tirs au but à Bastia, à Lens. Quand tu changes de gardien comme ça à la fin, est-ce que tu changes un peu les tireurs d'Argentine, peut-être tu peux te dire putain. Tu vois, tu peux avoir quelqu'un de. Oui, ça peut un peu. Je pense que sur l'exercice, troubler le truc. Ce qui est sûr, c'est que là, factuellement, ça fait 2 compétitions de suite où on est sorti au tir au but. Et je suis persuadé que le fait de savoir que Lloris. Pardon ? Et 2 fois 3-3. Sur le score de 3-3. Oui, exactement, dans des scénarios un peu fous. Mais je suis persuadé aussi que pour nos tireurs à nous, parce qu'autant les Argentins, quand ils viennent, effectivement, ils ne sont pas intimidés par Lloris parce qu'ils voient son langage corporel, il y a certainement une connaissance de ses antécédents. Il n'y a pas d'histoire. Voilà, exactement. Mais nous, je pense que, le gardien argentin, il te mange un peu le cerveau, mais 2, nos propres tireurs, ils savent que quand ils arrivent sur une séance de tir au but, comme on le dit, on le sait un petit peu qu'on ne part pas avec l'avantage. Je pense que ça met une pression en plus sur le tireur. C'est-à-dire que, de la même façon qu'en 98, ils te disent tous, il ne faut pas qu'on arrive au tir au but contre Chilavert parce que
Le mec, on sent qu'il est trop fort, que Barthez, historiquement, c'est pas un monstre. Voilà, exactement. Je pense que ça te mange aussi. Il y a une tendance peut-être dans cette Coupe du Monde, c'est le joueur le plus fort, le capitaine qui s'élance, enfin le capitaine. C'est bien. Le joueur technique qui prend ses responsabilités. Tu refais pas Non, on l'avait noté avec Neymar contre la Croatie. Et là, finalement. Messi aussi. Ouais. Et maintenant, les deux premiers tireurs sont Mbappé et Messi. Je pense que Mbappé n'avait pas envie de revivre ce qu'il a vécu contre la Suisse, c'est-à-dire être le dernier tireur et celui qui élimine son équipe aussi. Mais il y a une logique que ce soit le meilleur qui tire au début. Mais le truc de Neymar, les deux meilleurs, c'est le premier dernier, quoi. Mais le truc de Neymar a marqué les gens, je pense. Ouais, je crois. Non, mais Messi a tiré en premier aussi. Oui. Contre le. Non, mais Naymar. Tout à fait, mais je pense que de voir que Neymar n'a pas pu tirer. Non, mais Messi, de toute façon, il tire en premier, ça c'est sûr. Ah ouais, je sais. Mais Mbappé, je sais pas si au départ c'est dans ses plans, parce que je pense qu'il aime bien le côté un peu comme parce qu'il a vécu quand même le truc de la Suisse. Peut-être aussi ça. Mais moi, je pense que pour tout le monde, c'est-à-dire de toutes les équipes où tu as un tireur, enfin en tout cas ton joueur leader, de te dire que Neymar, qui est peut-être le meilleur tireur de l'histoire, n'a pas pu tirer parce qu'il a voulu attendre le 5e, je pense que ça vaccine tout le monde. Et Messi, je trouve qu'il les tire différemment là, depuis ce mondial. On a dit qu'il est tiré comme Neymar un petit peu maintenant. Mais en retenant un peu son geste. En regardant le gardien. Une chose qu'il ne faisait pas avant. Le seul qu'il a tiré en force, c'est contre la Pologne, et le gardien la sort Chesney. Non, mais là, il a vraiment tiré sans regarder le gardien. Là, sur cette finale, il tire ses pénaltys en attendant donc le gardien parte et la pousse de l'autre côté, ce que fait Neymar tout le temps. Contre la Croatie aussi, il met un cachou sous. Ah oui, t'as raison. Il a lu le livre en lui. Ouais, alors là, Personne ne veut la mettre là d'ailleurs. Il en avait raté un dans cette Coupe du Monde avant, Pologne, quand même, Messi. Non. Tu m'écoutes pas aussi, je viens de le dire. Pardon. Parce que j'ai décidé de ne pas tout le temps prendre la parole, mais quand même pas t'écouter tout le temps. Oui, il faut que tu apprennes quand même. D'ailleurs, c'était déjà arrivé qu'une équipe soit championne du monde pendant son premier match. Oui, l'Espagne 2010. Vous avez perdu contre la. C'est rare que les gens qui le disent après la première défaite, qu'ils soient champions du monde. Mais personne l'a dit. Moi, sinon, je m'en serais souvenu.